Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... En fin de vidéo, je vais revenir rapidement sur certains événements d'actualité qui sont dans la continuité de ceux dont on a déjà parlé. Mais je voudrais attirer votre attention pour ceux qui savent, qui connaissent cette histoire, allez voir une autre vidéo parce que vous allez peut-être vous ennuyer, mais pour ceux qui ne savent pas ce dont je vais vous parler maintenant, eh bien, soyez très attentifs parce que forcément, chez certaines personnes, quand on leur en parle, ça change complètement leur conviction par rapport à ce sujet. Je veux vous parler de quelque chose d'assez d'historique, euh, qui n'est pas une théorie du complot, qui est établie, qui est un factuel historique. Je veux parler de cette histoire concernant l'Amgot. Qu'est-ce que l'Amgot? Tout simplement, l'Amgot, c'était un projet américain post-Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que c'était un projet américain euh, qui consistait tout simplement à faire de la France, allez, on va dire le 51e État des États-Unis d'Amérique. Enfin, pas un État proprement parlé, mais de faire tout simplement ce que les Américains ont finalement fait avec l'Allemagne de l'Ouest, c'est-à-dire avoir un ascendant sur la souveraineté même de la France. Alors, je vais retirer mes lunettes parce que pour vous lire le truc, j'ai besoin de retirer mes lunettes parce que sinon je ne vois rien. Alors, l'histoire secrète, l'Amgot, ou quand les Américains ont tenté d'annexer la France. Alors, l'Amgot, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de l'acronyme de Alien Military Government of the Occupied Territories, qui était un plan défini par les Américains et qui visait à imposer dans les pays libérés de l'occupant nazi, un occupant financièrement et matériellement aidé par les grandes banques américaines à la base, souvenons-nous, un gouvernement militaire allié afin d'assurer une transition pour un retour à la démocratie. Sous-entendant, mettre un gouvernement provisoire d'occupation, enfin pas d'occupation, mais de transition, oui, comme le terme le dit, afin de structurer ce qui serait évidemment à la merci, à l'asservissement, à la volonté, à l'usage des États-Unis. Soutenu par l'immense majorité des Français, De Gaulle, chef de la résistance, a réussi cependant à éviter l'application de l'Amgot et à installer un gouvernement provisoire français à partir du moment de la libération totale du territoire français. Il s'agit d'un pan entier de l'histoire, et non des moindres, qui ne nous est curieusement pas enseigné dans les manuels d'histoire. Et oui, interrogez vos gamins qui ont peut-être eu des cours sur la Seconde Guerre mondiale, interrogez-les sur ce qu'est l'Amgot, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, ils n'en savent strictement rien. Et si l'on compare des faits à ceux survenus en Iran, en Libye, en Afghanistan, Liban, Pakistan, Syrie, Ukraine, etc., eh bien, force est de constater que ce sont au total environ 70 pays qui ont déclaré leur indépendance, mais qui en réalité l'ont fait avec une sorte un petit peu comme les systèmes d'exploitation informatique, c'est-à-dire avec des backdoors. C'est-à-dire que si jamais le pays tentait à vouloir échapper un petit peu à l'hégémonie, au contrôle américain, à l'influence américaine, eh bien les Américains avaient des leviers sur le système mis en place dans ces pays pour tout simplement aider à changer le régime. C'est une tactique que nous connaissons bien en Amérique du Sud et en Amérique centrale, puisque ce sont des pratiques qui ont été, et qui sont toujours d'ailleurs d'actualité, de la part des Américains. C'est une page peu connue de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Dès 1941 jusqu'en 1942, Washington avait prévu d'imposer à la France, comme aux futurs vaincus, comme l'Italie, l'Allemagne et le Japon, un statut de protectorat régi par un Alien Military Government of Occupied Territories, l'AMGOT.
Ce gouvernement militaire américain des territoires occupés aurait aboli toute souveraineté, y compris le droit de battre monnaie sur le modèle fourni par les accords d'Arlan-Clark en novembre 1942. Et oui, souvenons-nous, regardez ceci, c'est un exemplaire, un facsimilé de ce que les Américains avaient prévu de mettre en place en matière de monnaie une fois la France libérée. À en croire certains historiens américains, ce projet tenait à la haine qu'éprouvait Franklin Delano Roosevelt pour Charles de Gaulle, apprenti dictateur qu'il eût voulu épargner à la France de l'après-Pétain. Cette thèse d'un président américain soucieux d'établir la démocratie universelle est séduisante mais complètement erronée. Un Vichy sans Vichy. À l'époque, les États-Unis redoutaient surtout que la France, bien qu'affaiblie par la défaite de juin 1940, s'oppose à leur vue sur 2 points, du moins si de Gaulle, qui prétendait lui rendre sa souveraineté, la dirigeait. D'une part, ayant lutté après 1918-1919 contre la politique allemande de Washington, Paris userait de son éventuel pouvoir de nuisance pour l'entraver à nouveau. D'autre part, la France répugnerait à lâcher son empire, riche en matières premières et en bases stratégiques, alors que les Américains avaient, dès 1899, exigé, pour leurs marchandises et leurs capitaux, le bénéfice de la porte ouverte dans tous les empires coloniaux. Et ceci est toujours d'actualité. Parce que si vous faites la comparaison de la présence de la France comparativement à la présence des Américains, au-delà de la présence américaine militaire, de par des bases en Europe sous l'égide de l'OTAN, en matière de territorialité, les Américains restent relativement isolés, à la fois sur le continent américain, le territoire qu'ils ont le plus éloigné de leur territoire métropolitain, c'est Hawaï. Je pense que c'est tout. Après, ce sont plutôt des influences, mais en termes de territoire qui appartient aux États-Unis, c'est Hawaï, puisque Hawaï est le 50e État des États-Unis. En revanche, la France, elle est partout. La France, elle est aussi bien dans l'Atlantique que dans le Pacifique. Nous avons des territoires d'outre-mer, des départements d'outre-mer, qui font partie intégrante de l'unité territoriale et souveraine même de la France. Et ce qui fait que la France est en réalité territorialement et souverainement partout dans le monde. Ce qui n'est pas le cas des Américains. Et ça, ils ont toujours été un petit peu jaloux par rapport à ça. C'est pourquoi les États-Unis pratiquèrent à la fois le veto contre De Gaulle, surtout lorsque son nom contribua à unifier la résistance, et une certaine complaisance mêlée de rigueur envers Vichy. Parce que je rappelle, en effet, il était prévu dans le plan qu'une fois les Allemands boutés hors de France, les Américains avaient pris des contacts, avaient établi une stratégie qui pourrait, alors peut-être pas forcément garder Pétain, mais je crois que c'était Laval, qui était prévu finalement d'être mis à la place de la tête du gouvernement de Vichy, un gouvernement évidemment de transition. À l'instar des régimes latino-américains chers à Washington, ce régime aurait, à ses yeux, l'échine plus souple qu'un gouvernement à forte assise populaire. Puisqu'en effet, en reprenant le gouvernement de Vichy, les Américains avaient un ascendant sur ce gouvernement de Vichy, de par sa collaboration, et donc le rendant beaucoup plus malléable. Ainsi chemina un Vichy sans Vichy, américain qu'appuyèrent dans ses formes successives les élites françaises accrochées à l'État qui leur avait rendu des privilèges entamés par l'ancien régime républicain et soucieuses de négocier sans dommage le passage à l'ère allemande. Et là, vous vous dites, mais finalement, est-ce que c'est pas ce qu'on est en train de vivre? C'est ce que finalement, pendant ces 30 dernières années, cette fameuse élite a finalement réussi à placer ses pions pour satisfaire ses ambitions.
ambitions mondialistes, nouvel ordre mondial, asservissement des peuples, euh, liberté sous conditions, etc., etc. Préparant depuis décembre 1940, bien avant leur entrée en guerre, qui je rappelle a eu lieu en décembre 1941, leur débarquement au Maroc et en Algérie avec Robert Murphy, représentant spécial du président Roosevelt en Afrique du Nord et futur premier conseiller du gouvernement militaire de la zone d'occupation américaine en Allemagne. Bête noire des gaullistes. Les États-Unis tentèrent un regroupement autour d'un symbole de la défaite, le général Maxime Milgram, délégué général de Vichy pour l'Afrique jusqu'en novembre 1941. L'affaire échouant, ils se tournèrent juste avant leur débarquement du 8 novembre 1942 vers le général Henri Giraud. Vint ensuite le tour de l'amiral François Darlan, alors à Alger. Je rappelle, Darlan, qui a retourné sa veste. Ce héros de la collaboration d'État à la tête du gouvernement de Vichy de février 1941 en avril 1942 était resté auprès de Pétain après le retour au pouvoir de Pierre Laval. Le 22 novembre 1942, le général américain Mark W. Clark fit signer à l'amiral retourné en accord singulier mettant l'Afrique du Nord à la disposition des Américains et faisant de la France un pays vassal soumis à des capitulations. Les Américains s'arrogeaient des droits exorbitants sur le prolongement territorial de la France. Déplacement des troupes françaises, contrôle et commandement des ports, aérodromes, fortifications, arsenaux, télécommunications, marine marchande, liberté de réquisition, exemption fiscale, droit d'extérioralité, administration des zones militaires fixées par eux. Certaines activités seraient confiées à des commissions mixtes, c'est-à-dire maintien de l'ordre, administration courante, économie et censure. Voilà ce à quoi les Américains destinaient la France libérée. Laval lui-même préparait son avenir américain tout en proclamant souhaiter la victoire de l'Allemagne le 22 juin 1942. Secondé par son gendre René de Chambrun, avocat d'affaires, collaborationniste, doté de la nationalité américaine et française, il se croyait promis par Washington à un rôle imminent au lendemain d'une paix séparée germano-anglo-américaine contre les soviets. Mais soutenir Laval était aussi incompatible avec le rapport de force hexagonal que la dite paix avec la contribution de l'armée rouge à l'écrasement de la Wehrmacht. Une belle et bonne alliance. Après l'assassinat, le 24 décembre 1942, de Darlan, auquel furent mêlés les gaullistes, Washington revint vers Giraud, fugace second de De Gaulle, au Comité français de libération nationale, fondé le 3 juin 1943. Au général vichiste s'était rallié surtout, depuis Stalingrad, aux fonctionnaires tels Maurice Couve de Murville, directeur des finances extérieures et des changes de Vichy, et industriels tels l'ancien Cagoulard, le maigre Dubreuil, des huiles Le Sueur et du Printemps, qui jouait depuis 1941 sur les tableaux allemands et américains, et le banquier collaborateur tel Alfred Poz, directeur général de la Banque nationale pour le commerce et l'industrie, féal de Darlan. C'est cette option américaine qu'incarnait Pierre Puchot en rejoignant alors Alger et le général Giraud. Quel symbole du maintien de Vichy que ce ministre de la production industrielle, puis de l'intérieur de Darlan, délégué de la banque Worms et du comité des forges, ancien dirigeant et bailleur de fonds du Parti populaire français de Jacques Doriot, champion de la collaboration économique et de la répression anticommuniste au service de l'occupant.
désignation des otages de Chateaubriand, création des sections spéciales, etc., etc. Lâché par Giraud et emprisonné en mai 1943, il fut jugé, condamné à mort et exécuté à Alger en mars 1944. Pas seulement pour plaire aux communistes, que Puchot avait martyrisé. De Gaulle lançait ainsi un avertissement aux États-Unis et à la Grande-Bretagne. Il sema l'effroi chez ceux qui entendaient que la sauvegarde américaine succéda au rempart allemand. Le bourgeois français ricanait un policier en février 1943, toujours considéré le soldat américain ou britannique comme devant être à son service au cas d'une victoire bolchevique. Peignant De Gaulle à la fois en dictateur de droite et en pantin du Parti communiste français et de l'URSS, Washington dut pourtant renoncer à imposer le dollar dans les territoires libérés et avec Londres reconnaître le 23 octobre 1944 son gouvernement provisoire de la République française. 2 ans et demi après la reconnaissance soviétique du gouvernement de la vraie France, 1 an et demi après, immédiatement, le comité français de la libération nationale, 2 mois après la libération de Paris, et peu avant que De Gaulle ne signa avec Moscou le 10 décembre pour contrebalancer l'hégémonie américaine, un traité d'alliance et d'assistance mutuelle qu'il qualifia de belle et bonne alliance. Donc vous imaginez bien qu'à l'époque, De Gaulle, dans sa volonté de préserver la souveraineté, l'indépendance et la liberté de la France, eh bien, fit ce qui provoqua une rage à Washington. Écartée de Yalta en février 1945, dépendante des États-Unis, la France s'intégra pleinement dans leur sphère d'influence. La vigueur de la résistance intérieure et extérieure l'avait cependant soustrait à leur protectorat. Parrain Lacroix-Lieritz, professeur d'histoire contemporaine, Université de Paris 7, auteur des essais Le Vatican, l'Europe et le Reich, 1914-1944, et Le choix de la défaite, les élites françaises dans les années 1930, à Mancolin, Paris, 1996 à 2006, selon la source du Monde diplomatique, disponible évidemment sur Internet. Une note. Un document présent sur un groupe d'études et de recherche sur la résistance et la déportation nous délivre d'autres défaits éloquents. Le 7 septembre 1943, le commissaire aux affaires étrangères, René Mansigli, adressa une lettre suivante à MM Macmillan et Murphy. Monsieur le ministre, j'ai l'honneur de vous adresser ci-joint le texte d'un projet d'accord entre le gouvernement de Sa Majesté britannique, ou le gouvernement des États-Unis, et le Comité français de la libération nationale, qui a pour objet de préciser les modalités de la coopération à établir du jour où les forces alliées débarqueront en France, entre ces forces d'une part, les autorités et la population d'autre part. De cet extrait de lettre, on peut supposer que le général de Gaulle avait eu connaissance de l'existence d'un mémorandum secret concernant la participation française à l'administration du territoire libéré en France métropolitaine. Cet accord engageait les États-Unis et la Grande-Bretagne et déclarait, pour le principe, article 1er, le territoire libéré en France métropolitaine sera traité en ami. Cependant, le commandement en chef des forces alliées aura tous les droits d'occupation militaire résultant de la guerre. Il agira sur la base qu'il n'existe pas de gouvernement souverain en France. Il ne négociera pas avec le gouvernement de Vichy, sauf pour transférer l'autorité de ses propres mains. Article 2. Les fonctionnaires français et le personnel judiciaire seraient nommés ou confirmés par le commandant en chef des armées alliées et par ses délégués autorisés. Ces mesures ont pour but de créer aussitôt que possible des conditions qui permettent le rétablissement d'un gouvernement français représentatif et conforme aux vœux librement exprimés du peuple français. On savait donc déjà que l'AMGOT préparait son action en formant des cadres de sa structure dans des centres comme Yale ou Charlottesville.
tout était prévu. Ainsi, le futur maire de Cherbourg était-il déjà désigné dans cette équipe. 1552 fonctionnaires de cet organe étaient prêts à partir pour la Normandie, emportant avec eux des coupures du franc de la libération imprimées d'avance. Postscriptum. Notez que le terme annexion, contenu dans le titre, est un clin d'œil face à la propagande occidentale du moment, s'évertuant à décrire de la sorte la situation en Crimée, face à l'envahisseur russe, qui s'est avéré être notre réel allié et sans lequel cette guerre préfabriquée aurait sûrement connu une fin tout autre. Donc voilà. Alors vous comprenez pourquoi cet Amgot n'est absolument pas enseigné à vos enfants dans les écoles. Tout simplement parce que ça serait révélé que si les Américains, en effet, sont des amis, sont des alliés, si en effet les Américains, de par leur logistique, ont permis la libération de l'Europe et de la France, avec évidemment les Britanniques, les Canadiens, les forces françaises libres, il n'en est pas moins que c'est tout à fait symptomatique dans l'histoire contemporaine des Américains que toutes les fois où les Américains sont intervenus, c'était très clairement pour tirer un profit derrière. Et ça, vous pouvez le constater dans tous les conflits dans lesquels les États-Unis sont entrés. Que ce soit la guerre du Golfe, que ce soit la guerre du Vietnam, que ce soit la guerre en Irak, que ce soit l'Afghanistan, et aujourd'hui, l'Ukraine. Même si pour l'Ukraine, et avant cela même la Syrie, et avant cela je dirais même les printemps arabes, si on creuse profondément dans ces histoires, on se rendra compte qu'on retrouve toujours une action, un interventionnisme direct ou indirect de la part des États-Unis. Parce que les États-Unis ont des plans de modifier, de remodeler les paysages géopolitiques à leur avantage. Et si aujourd'hui, que ce soit sur Internet, que ce soit dans les médias, quand des gens disent que finalement, si la Russie a attaqué l'Ukraine, c'est parce que la Russie a estimé que l'Ukraine était un garde-fou, était un barrage contre la progression des forces de l'OTAN aux frontières de la Russie. Oui, vous avez certainement en mémoire cette histoire que à l'effondrement de l'URSS, il y avait eu une sorte d'accord verbal de la part de certains responsables américains auprès de responsables russes, y compris Mikhail Gorbatchev, qui était à l'époque le premier secrétaire du parti, à l'effondrement de l'URSS, l'OTAN s'engageait à ne pas progresser, à ne pas intégrer de nouveaux pays de l'Europe. Sauf que le problème, c'est que ces paroles dans le sens je vous promets que, n'ont jamais eu d'écrit. Il n'y a jamais eu d'accord, il n'y a jamais eu de traité. Donc finalement, c'est une parole en l'air. Et le résultat, on l'a aujourd'hui. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, cette histoire de l'Amgot concernant la France, on a tout intérêt à ce que les jeunes générations, ou même peut-être vous, en ignoriez l'existence, en ignoriez le fait historique. Le fait historique que si aujourd'hui, nous sublimons le symbole que représente le général de Gaulle, d'une France libre, indépendante, eh bien, quand on connaît l'existence de l'Amgot, on comprend mieux ce qu'a été une lutte, un combat de tous les jours pour le général de Gaulle, pour sauver la France de toute soumission à l'autorité américaine. Il est forcé de constater que quand on connaît l'histoire, quand on s'intéresse à l'histoire, surtout l'histoire dans les années 50, 60,
qu'en France, en effet, on a vu se développer beaucoup d'éléments culturels américains. Parce que les jeunes générations qui sont nées dans les années 40, qui pour certains peut-être ont des souvenirs vagues de la guerre, et surtout peut-être parce que étant adolescents, ou début adolescence, ont connu les privations. Les privations que lors de l'époque de la reconstruction de la France, dans beaucoup de villes, les tickets de pain, les tickets de rationnement. Et que dans les années 60, les années 60, ça a été la décennie glorieuse. La décennie glorieuse où on a voulu se changer les idées, où cette jeune génération a voulu s'éloigner de ceux qui gardaient certains instincts, certaines capacités à vouloir faire attention, à ne pas faire dans l'excès, à se préserver, à se munir, se prémunir pour l'avenir. Non. Dans les années 60, ça a été les années de l'insouciance, les années dans lesquelles s'est installé ce que Couchard, d'ailleurs, nous rappelle dans son livre sur la société des plaisirs, ou la société flipper, comme il le dit, que on est passé d'une société de restriction, de prise de conscience, de sérieux, de maturité, à une société de loisirs. Et cette société de loisirs, elle s'est installée petit à petit pour devenir, à la fin des années 70, années 80 en France, une société de consommation de masse. Et à votre avis, qui sont ceux qui ont poussé, qui ont accentué, qui ont influencé ces phénomènes? Je vous laisse répondre à cette question de par vous-même et n'hésitez pas à exploiter un petit peu le sujet pour bien comprendre qu'il faut savoir faire la différence entre, oui, le sacrifice qu'a fait la société américaine en envoyant sa jeunesse nous libérer. Ça, là-dessus, il n'y a aucun problème. Nous sommes respectueux et nous sommes reconnaissants des Américains, mais reconnaissants du peuple américain, pas des politiciens américains, même si c'est eux qui ont pris les décisions. Et encore, dans les détails de l'histoire, il y a des fois certaines décisions, on se souvient de certains conflits qui ont existé au sein même de l'armée américaine, entre certains généraux, parce que c'était de l'ambition, parce que c'était des personnalités très fortes, qui ont fait que parfois certaines opérations n'ont pas été des grands succès, parce que justement, au niveau structurel, au niveau organisationnel, au niveau logistique, il y a eu des décisions qui n'étaient pas bonnes. Mais voilà, je veux dire, là-dessus, on est clair, nous sommes reconnaissants, nous remercions, et nous serons toujours éternellement reconnaissants au peuple américain d'avoir participé et contribué à la libération de la France. Mais en revanche, la France, par le général de Gaulle, est restée très prudente de se battre, je dis bien se battre, contre les politiques hégémoniques américaines. Sauf que malheureusement, j'ai vu passer l'autre jour un tweet sur Jacques Chirac. Quelqu'un qui critiquait Chirac parce que si aujourd'hui nous étions dans cette merde, c'était à cause de lui, c'était de sa faute. Et cette personne-là, je lui ai remis un petit peu de contexte. Je lui ai dit, attention, Chirac a été le dernier président français qui a toujours tout fait pour asseoir et assurer la souveraineté de la France, mais aussi l'image de la France à l'international. Et du fait de sa diplomatie qui, je rappelle, pendant plus d'un siècle, voire même plus, a toujours été reconnue comme étant la meilleure diplomatie au monde. Raison pour laquelle, d'ailleurs, la France a souvent été présente dans la résolution de certains conflits importants, dans laquelle même la France n'avait pas d'intérêt, ou n'était pas impliquée. Donc ça, c'est important. C'est important, justement, de faire le distinguo. En revanche, oui, il est vrai que malheureusement, Jacques Chirac était un homme politique de son temps, qui n'était plus du tout à la page, et que sur le plan des politiques intérieures, ça a été d'un immobilisme absolu.
et dont aujourd'hui nous payons les pots cassés dans certains domaines. Donc là-dessus, je veux dire, il n'y a pas de... pas à tortiller du cul pour chier droit, comme dirait l'autre, qu'à partir de Sarkozy, c'est là que les choses ont commencé à partir, excusez-moi l'expression, en couille. Car je rappelle que Sarkozy, c'est quand même celui qui a réintégré la France au commandement de l'OTAN, alors que le général de Gaulle en était sorti justement à cause de l'hégémonie américaine sur le commandement militaire. Je ne parle pas de la présidence ou du commandement de l'organisation, mais bien de la structure militaire, car vous pouvez regarder, depuis la création de l'OTAN, ceux qui ont été à la tête du commandement militaire sont toujours été les Américains. Les Américains n'ont jamais partagé cette fonction, ce poste. Ils ont laissé des postes subalternes dans l'administration de l'OTAN, aux Britanniques, aux Canadiens, aux Français, même à des Suédois ou des Italiens, etc. Mais le poste le plus stratégique, on va dire, de l'OTAN, qui est la section de commandement militaire, a toujours été au contrôle de Washington. C'est, pour la petite histoire, ce que justement De Gaulle avait réclamé à l'époque à Eisenhower, de faire une sorte de présidence ou de commandement tournant, comme c'est le cas dans l'Union européenne par exemple, que ce soit le Conseil européen ou il y a le Conseil européen et l'autre je ne sais plus, enfin où vous avez une direction, une présidence tournante. De Gaulle avait demandé à Eisenhower de mettre en place ce commandement tournant, ce que Eisenhower l'a pas dit comme ça, mais il a fait comprendre à De Gaulle qu'il pouvait aller se faire foutre. Ce qui a motivé De Gaulle, non seulement de se dire, ok, puisque c'est ça, moi je lance mon programme de recherche pour posséder l'arme nucléaire et je sors du commandement de l'OTAN. La France est restée un allié, un membre de l'OTAN, mais n'était plus soumis aux règles et à la direction, au commandement même militaire de l'OTAN. C'est-à-dire que la France pouvait dire oui ou merde. Ce que Sarkozy, lui, il a inversé. C'est-à-dire que maintenant, si l'OTAN décide demain de faire la guerre à la Russie, la France est obligée de suivre. Bingo. Sarkozy, qui a utilisé un petit subterfuge de la démocratie française en faisant passer le fameux traité de Lisbonne, qui en réalité était le traité constitutionnel de l'Union européenne, où ils ont changé 3 mots, 3,3 points, qui avait été refusé par référendum en 2005 par les Français, mais qu'en 2007, Sarkozy, comme je vous l'ai dit, a utilisé une subtilité constitutionnelle, qui est qu'il a en effet consulté le peuple, mais consulté le peuple par sa représentation, c'est-à-dire le Congrès. Et il a invité le Congrès à ratifier le traité de Lisbonne, ce qui fait que tous les gens présents au Congrès, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, quand ils ont signé, ils ont trahi non seulement la souveraineté du peuple de disposer de lui-même et par conséquent de sa souveraineté à décider sur certains sujets pour lesquels normalement l'État est assujetti sur certains sujets de demander justement par référendum l'opinion des Français. Vous remarquerez que nous n'avons plus fait de ce référendum depuis 2005. Donc, avec tous les autres détails, etc., que certains d'ailleurs essayent de dénoncer, que certains essayent de vous faire prendre conscience pour tirer la sonnette d'alarme que la République est en train tout simplement de se voir recouvrir par le tapis dominant et hégémonique à la fois de l'Union européenne, mais par le biais de l'Union européenne aussi par Washington. Donc finalement, c'est une revanche des Américains. S'ils n'ont pas réussi à soumettre la France à la libération, finalement avec le temps, ils ont réussi à le faire par le biais de l'Union européenne. Et puis ça va s'aggraver, puisque de toute façon, comme je vous l'ai dit, l'objectif et le plan, c'est la destruction de l'État-nation, donc la destruction de la souveraineté du peuple et donc de la République. Donc, l'AMGOT, n'oubliez pas, n'hésitez pas à vous en servir face à certaines personnes pro-américains. J'ajouterai évidemment qu'aujourd'hui, le paysage politique est rempli de gens qui sont passés par les fameux Young American Leaders, c'est-à-dire
un organisme qui s'assure de la bien-pensance, de l'alliance, du soutien de personnalités du paysage institutionnel, politique, comme aussi financier français, aux intérêts. Rapidement, pour terminer cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose qui est non négligeable à savoir et qui rentre en ligne de compte de ce que j'ai pu vous dire sur des précédentes vidéos concernant la surveillance, le contrôle, etc. Vous l'avez peut-être vu passer l'information sur le fait que le Parlement européen n'a pas véritablement légiféré ou statué, mais semble vouloir interdire l'usage de la reconnaissance faciale dans certaines conditions, ce qui fait que malheureusement, aux yeux d'un certain nombre de pays, le fait que l'Union européenne n'accepte pas l'usage permanent de cette technologie, finalement la France, qui est quand même le pays des droits de l'homme et des libertés, est complètement sens contraire et en vent contraire de cette volonté européenne, puisque je rappelle, l'année prochaine, les Jeux Olympiques organisés à Paris ont réussi à légitimer la mise en place d'outils de surveillance qui ne seront pas seulement sur Paris, mais dans d'autres grandes villes, des appareillages, des équipements de surveillance vidéo avec des systèmes de reconnaissance faciale. Et d'ailleurs, des récentes manifestations qui ont eu lieu, on a pu voir passer des autorisations préfectorales à l'usage des systèmes de reconnaissance faciale pendant ces manifestations. Et il se trouve, dans ce même cadre d'usage d'outils de surveillance, mais pas seulement, c'est aussi des outils de renseignement, puisque si vous êtes dans une manifestation et que vous passez devant une caméra et que votre visage est identifié, dites-vous bien que vous serez déjà fiché comme ayant participé à une manifestation et qui plus est, vous êtes rendu coupable au jeu de la loi d'avoir participé à une manifestation interdite. Évidemment, vous n'allez pas voir les flics débouler à 6h30 du matin, mais néanmoins, les renseignements savent que vous êtes un citoyen qui n'est pas bien parce que vous avez participé à une manifestation interdite. Et il se trouve que la commission de contrôle, une commission de contrôle qui s'alarme de la hausse de demandes concernant l'activisme politique. Dans son rapport annuel publié jeudi, le gendarme des services secrets indique avoir dû multiplier les rappels à l'ordre et demande d'informations sur les requêtes des services. La commission alerte sur la faiblesse de ces moyens de contrôle qui sont en outre inadaptés aux techniques de renseignement du XXIe siècle. Précision, c'est-à-dire que, alors, pour qu'une alerte soit entendue, encore faut-il qu'elle fasse du bruit. Et il est peu probable que celle lancée par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, donc le CNCTR, dans son rapport annuel de 2022, ne résonne pas dans les débats publics. Et c'est dommage. Cette organisation, née fin 2015 de la toute première loi sur le renseignement et seul contre-pouvoir indépendant de la surveillance d'État, la Commission veille sur les faits et gestes des services de secret français dès qu'ils utilisent une technique pour collecter des informations, écoute, géolocalisation, données informatiques, captation d'images et de sons, etc., etc. Ils doivent solliciter l'avis consultatif du CNCTR. Or, cette instance s'inquiète sérieusement aujourd'hui de sa capacité à mener à bien sa mission alors que la technologie dépasse ses moyens et que le champ de son contrôle est contraint par une loi d'un autre âge. Elle se décrit comme une structure pensée pour les techniques du XXe siècle en veillant au grain d'une surveillance du XXIe siècle. Sur le fond, elle souligne par ailleurs le vide doctrinal des autorités françaises sur des sujets pourtant centraux comme l'activisme politique. Alors, je ne vais pas vous lire tout l'article, mais très clairement, cette commission, elle a alerté qu'il y a eu une très nette augmentation de surveillance ou de collecte d'informations sur des personnes avec l'argument, ou tout du moins avec le critère de l'activisme politique. Et cet organisme, cette commission, elle montre ce qui arrive à d'autres
structures qui sont censées être des garde-fous, qui sont censées être des organismes de contrôle indépendants. C'est-à-dire qu'on les a créés pour dire, vous voyez, nous sommes un pays démocratique, nous sommes un pays qui respecte le droit, les droits de l'homme, etc. Mais en réalité, on met en place des outils, mais qui ne sont pas du tout adaptés. Ou tout du moins, qui n'ont pas les outils pour pouvoir faire bien leur travail. Vous voyez, c'est une forme d'hypocrisie. C'est-à-dire qu'on crée ce qui est en réalité une sorte de subterfuge pour dire au peuple, vous voyez, il y a des organismes, donc utilisez ces organismes pour s'il y a un problème, etc. Mais en réalité, ces organismes n'ont absolument pas les moyens, ou parfois n'ont pas les outils législatifs pour rappeler à l'ordre, ou pour obliger le système, ou tout du moins des organismes dépendants du système étatique, d'avoir peut-être dépassé les limites, ou d'avoir dépassé leurs prérogatives, ou d'avoir détourné leur existence, les outils, leurs règles, à d'autres fins que ce pourquoi ils ont été créés. Eh bien, ça rejoint ce que on a déjà expliqué dans plusieurs vidéos sur le fait que on a mis en place des lois, certaines temporaires, pour priver des libertés, pour suspendre des libertés, pour des gens soi-disant parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Alors qu'aujourd'hui, force est de constater que la vaccination n'est qu'une protection individuelle, mais ne protège pas les autres de la contamination. Donc au final, toutes ces lois liberticides qui ont été prises pour enfermer des gens, supprimer des gens de leurs activités, de leur liberté, de se déplacer où bon semble qu'ils voulaient, voire même suspendre des gens de leurs activités professionnelles, aujourd'hui, n'ont absolument pas lieu d'avoir été, car ne reposant en réalité sur rien, sur des propos, sur des soi-disant études scientifiques qui ont démontré que, mais en réalité, il n'y en a pas. Puisque, souvenez-vous, même l'une des responsables de communication de Pfizer devant la commission parlementaire sur les conséquences ou les effets secondaires des vaccins, a admis que Pfizer n'a jamais testé, n'a jamais fait d'expérience ou de recherche sur l'efficacité de leur vaccin contre la contamination. Vous voyez, tout s'effondre. Mais, évidemment, comme il y a eu des responsabilités, comme il y a des gens qui ont pris des décisions, mais que ces décisions ont été prises sur des bases qui en réalité étaient des mensonges, ou voire des affabulations, ben, juridiquement, forcément, on serait obligé de les mettre en face de leurs responsabilités, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc voilà, encore une fois de plus, un organisme qui tire la sonnette d'alarme sur le fait que la mise en place d'outils, de technologies appuyées par la mise en place de législation, alors législation temporaire ou permanente, le problème c'est qu'il y a un moment donné où on se rend compte qu'il y a des dérives. Qu'en réalité, on fait en sorte de mettre en place des lois, mais avec des cadres plutôt flous, comme je vous l'avais expliqué, la loi sur les séparatismes. Séparatisme, ça veut dire quoi? C'est un terme gros fourre-tout, en réalité, puisque dans séparatisme, on peut mettre en effet les radicalismes religieux tels que l'islamisme radical, comme on peut s'y mettre le pauvre gars qui, dans son bureau, fait des vidéos pour raconter, vous expliquer des théories complotistes, et peut-être rappeler à la Révolution, etc. Là, dans ce cas-là, c'est un hérétique. C'est un propos incitant à l'insurrection contre l'ordre public. Et là, dans ce cas-là, c'est aussi du séparatisme. Vous voyez, c'est fourre-tout. Et enfin, je vais terminer par une autre information, et non des moindres. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il y a eu un rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Que même le dernier meeting de l'OPEP a réintégré et invité Bachar el-Assad, à la grande surprise d'ailleurs des Occidentaux. Eh bien, vous avez vu le prince BLS venir à Paris rencontrer Macron. En réalité, Macron a reçu l'ordre de Washington d'essayer de recaresser dans le sens du poil BLS, puisque aujourd'hui les Saoudiens commencent à reprendre un petit peu, aller dans des contrées
dangereuse, rapprochement vis-à-vis de la Chine, rapprochement vis-à-vis de la Russie, souhait d'intégrer peut-être les BRICS. Et récemment, donc je vous ai dit, rapprochement et réchauffement diplomatique entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc vous comprenez bien que pour l'Occident, voir des antagonistes commencer à se rapprocher, oui, parce que pour ceux qui ne sauraient toujours pas, je rappelle, l'Arabie Saoudite, c'est la famille Saoud. La famille Saoud, représentante et défentrice, je ne sais plus le terme, du wahhabisme, le wahhabisme étant un courant islamique plutôt conservateur sunnite, arabe, et en face vous avez l'Iran qui est qui ne sont pas des Arabes, qui sont des Perses, c'est très important, jamais confondre un Arabe avec un Perse, et qui sont d'une mouvance islamique chiite. Vous voyez ? Alors évidemment, ce rapprochement dérange deux pays, les Américains. Pourquoi ? Parce que les Américains voient dans ce rapprochement un prolongement, on va dire, de la volonté de l'Arabie Saoudite de ne plus se contenter seulement de son pétrole pour vivre, mais de commencer à développer d'autres idées, d'autres concepts économiques, voire géopolitiques, avec des voisins régionaux. Et peut-être réussir à s'émanciper de l'influence américaine. Et du coup, c'est vrai que quand on voit BLS invité à l'Élysée, moi l'image que j'ai vue, enfin je me souviens, c'était l'image avec Kadhafi et Sarkozy. Sarkozy qui avait invité Kadhafi en grande pompe pour essayer de dissuader Kadhafi d'aller dans un projet d'union des pays méditerranéens, dans un projet de regroupement et de construction d'une union économique et politique. Ce qui aurait été évidemment très contradictoire et très contrariant pour l'influence occidentale et plus particulièrement américaine. Et donc le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran se précise encore un peu plus. Le chef de la diplomatie saoudienne est à Téhéran ce samedi 17 juin pour rencontrer son homologue iranien avec en vue la réouverture de l'ambassade saoudienne à Téhéran. Le chef de la diplomatie saoudienne est arrivé samedi 17 juin en Iran pour une courte visite visant à renforcer la réconciliation engagée ces derniers mois entre Téhéran et Riyad, après 7 ans de rupture, selon les médias iraniens cités par l'AFP. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal Ben Farhan, doit s'entretenir avec son homologue iranien, Hussein Amir Abdollahian, avant une conférence de presse. Donc, vous comprenez que cette situation devient compliquée. Elle devient tellement compliquée que s'il y a... Alors, pour l'instant, c'est des processus qui sont en cours. Mais si ces processus finissent par aboutir à quelque chose, et surtout, si l'Arabie Saoudite reçoit un avis plutôt positif d'accord, de rapprochement, voire d'intégration avec les BRICS, vous comprenez que là, il y a des liens de cause à effet qui vont cruellement être problématiques pour les Occidentaux. Alors, je vous disais, l'image de BLS avec Macron sur le perron de l'Élysée, ça me faisait penser à Sarkozy et Kadhafi. Sauf qu'on connaît aujourd'hui le destin de Kadhafi. Est-il possible que si jamais les Saouds décident de s'extirper de l'influence et de l'hégémonie américaine, est-ce que quelque part, on peut envisager que l'Arabie Saoudite puisse connaître un malencontreux changement de régime ? Je rappelle quand même que les Saouds, à l'origine, c'était quand même des
enfin des pseudo-bergers, mais plutôt réputés comme étant des voleurs de moutons. Et il pourrait être aisé pour les Américains de trouver au sein de la famille Saoud quelqu'un qui pourrait éventuellement être séduit de remplacer BLS et de finalement envoyer balader tout ce que BLS est en train de mettre en place, que ce soit un rapprochement avec les BRICS, que ce soit un rapprochement avec l'Iran. L'avenir nous le dira, hein, mais le problème, c'est que si demain on apprend que BLS a été assassiné ou qu'il y a eu un coup d'État fait par son neveu ou par son frère ou par son cousin, posez-vous la question de savoir à qui profite le crime. Et je pense qu'il n'y aura pas très loin à aller chercher pour savoir qui a soutenu, qui a aidé ce changement de régime en Arabie Saoudite. Voilà pour ces informations. J'espère que vous en avez appris aujourd'hui. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.